Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur la mécanique céleste. Ici, on va voir une application en fait des lois de Kepler. C'est tout simplement ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Alors géo, c'est la Terre, stationnaire, ça veut dire fixe, qui ne bouge pas. Donc c'est un satellite qui, par rapport à la Terre, est fixe. C'est-à-dire que globalement, si moi je peux pointer quelque chose vers ce satellite-là, il ne va pas bouger par rapport à moi, même si la Terre se déplace, même si la Terre tourne sur elle-même, même si elle tourne autour du Soleil, etc. Donc c'est ce qu'on appelle ces satellites. Ce sont des satellites qui sont réservés souvent aux télécommunications. Par exemple, les paraboles que vous avez, les satellites pour capter la télé par exemple, vont pointer vers un point fixe, c'est-à-dire le satellite qui ne bouge pas par rapport à nous. D'accord, ça sert aussi par exemple pour les satellites météo qui veulent toujours, par exemple Météosat, un satellite de Météo France, va toujours fixer la Terre au même endroit pour que justement on n'ait pas l'impression qu'il bouge. Alors on va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui, à quelle altitude doit se situer et où est-ce qu'il doit se situer ce satellite pour que l'on puisse avoir ça. Il existe une orbite bien particulière, uniquement valable, il n'y en a qu'une seule qui est valable pour pouvoir avoir un satellite géostationnaire, c'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Alors déjà, premièrement, on va pouvoir noter qu'un satellite géostationnaire, c'est quoi? C'est un satellite artificiel de la Terre fixe dans le référentiel terrestre, d'accord? Par rapport à nous, par rapport à la surface de la Terre, il ne va pas bouger. Ces satellites sont les seuls à rester immobiles dans le ciel. On peut donc pointer vers eux une parabole de télécommunication fixe. Alors, donc ça veut dire que s'ils ne bougent pas par rapport à nous, ça veut dire que quand la Terre fait un tour sur elle-même, le satellite aussi doit faire un tour sur elle-même. Ce qui veut dire que la période de révolution, de rotation de la Terre, doit être la même que la période de révolution de votre satellite. Alors, on va pouvoir noter aussi donc que la période d'un satellite géostationnaire est égale à la durée d'un tour de la Terre sur elle-même dans le référentiel géocentrique qu'on va appeler cette fois-ci jour sidéral, et cette période-là, on va l'appeler T-SID pour sidéral, et elle est égale à quoi? Alors ça, vous pouvez pas la connaître, c'est moi qui vous donne la valeur, c'est 86 000 et 164 secondes. Donc c'est 86 000 et 164 secondes. Oui, ça doit être précis à la seconde, parce qu'évidemment, ici, on va faire des mesures qui vont être importantes. Alors, il faut faire attention. Pourquoi j'appelle sidéral le jour? Moi, c'est quoi un jour? Un journée, c'est 24 heures. Si je fais 24 fois 3600, je ne trouve pas 80 164, je trouve 86 400. Comment se fait-il que je ne prenne pas une durée du jour en 24 heures? Il existe une différence entre la durée du jour et la durée que va mettre le satellite pour faire un tour autour de la Terre. Alors on va essayer d'expliquer ça par un schéma. Alors, imaginons ici que je représente ici mon Soleil à un endroit, et puis la Terre ici qui va se retrouver là. L'orbite de la Terre qu'on va considérer comme circulaire autour de la Terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple s'il est midi? Ça veut dire que la Terre ici, si vous êtes sur la Terre, que vous allez pointer vers le Soleil sera le plus haut dans le ciel, il sera donc midi solaire à cet endroit-là. Par contre, si j'attends 24 heures, alors je vais évidemment exagérer un petit peu le déplacement sur la Terre pour qu'on comprenne bien, mais 24 heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas-là, la Terre, elle a avancé sur son orbite. Elle est ici, à cet endroit-là. Et donc, si je dis que la Terre a fait un tour sur elle-même, vous voyez bien que si elle a fait un tour sur elle-même, cette flèche qui pointait là, il faut qu'elle fasse cette distance-là pour faire un tour sur elle-même. Or, regardez bien ici, je ne pointe pas vers le Soleil, je pointe vers une autre direction. Il va vous falloir un peu de temps supplémentaire, ce delta t ici, pour pouvoir pointer et être en face du Soleil, et c'est ce que nous appellerons midi. Mais donc vous voyez bien que entre faire un tour autour de la Terre ici, ça va vous prendre moins de temps que finalement dire je fais de 24 heures, je fais de midi à midi. Donc c'est pour ça que ce jour sidéral, c'est le temps que va mettre le satellite pour faire le tour de la Terre, donc pour aller de là jusque là, puisque moi je suis dans le référentiel géocentrique. Par contre, c'est une différence par rapport à ce qu'on appelle le jour solaire, où justement il vous faut un petit peu plus de temps pour parcourir, pour pouvoir vraiment avoir un alignement entre la Terre, le Soleil et pointer vers le Soleil. Donc c'est pour ça que ici, je vous mets cette durée n'est pas égale au jour solaire de 24 heures, donc 86 600 qui est un petit peu plus grand que cette valeur-là, parce que justement, la Terre se déplace aussi autour du Soleil.
Voilà. Alors c'est une petite différence. La plupart du temps, en fait, on vous donnera la durée de la période solaire. On vous dira que c'est 86 164 ou 86 000, peu importe. Donc on ne fera pas se poser la question, mais c'est possible que, eh bien, on soit obligé d'expliquer pourquoi est-ce que la période sidérale n'est pas égale à la période du jour solaire. Voilà. Alors, par contre, si j'ai un satellite et il est fixe dans le référentiel terrestre, eh bien, ça veut dire que sa distance par rapport au centre dans la Terre va être forcément constante. On aura un mouvement circulaire uniforme, absolument. C'est obligatoire. Donc, il doit être centré sur la Terre. Et en fait, la seule orbite possible doit être au-dessus de l'équateur. Si vous n'êtes pas au-dessus de l'équateur, eh bien, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas pointer vers le centre de la Terre. Donc, c'est la seule orbite possible. C'est dans le plan équatorial. Alors, pour comprendre un peu ça, là, c'est pas facile de vous expliquer pourquoi ça. Il y a une vidéo qui existe sur Internet qui est très bien expliquée. C'est la vidéo de Gérard Moreau, donc Gérard Moreau Terminal S avant, qui donc sur satellite géostationnaire, qui vous explique pourquoi ça doit forcément être dans le plan équatorial. Mais ça c'est obligatoire, sinon vous pouvez pas avoir de satellite géostationnaire. Alors on va noter une petite chose quand même. C'est donc si le satellite géostationnaire est fixe dans le référentiel terrestre, alors premièrement donc sa distance au centre de la Terre, sa distance au centre de la Terre est constante, le mouvement est circulaire donc forcément uniforme, centré sur le centre de la Terre. Seule une orbite, eh bien au-dessus de l'équateur, permet de rester fixe par rapport au même point du sol. Voilà. Donc ça c'est obligatoire. C'est pas facile d'expliquer ça. Vraiment, regardez la vidéo de Jarmo, ça dure 3 minutes. Ça explique pourquoi ça doit être dans le plan équatorial. Là, juste comme ça, j'aurais un peu de mal, sans animation, pour vous expliquer pourquoi c'est forcément dans le plan équatorial. Alors, donc ce qu'on va faire ici, c'est que nous, on va appliquer la troisième loi de Kepler avec un rayon RGS, c'est-à-dire le rayon qui part du centre de la Terre vers le satellite, pour essayer de déterminer, eh bien, à quelle altitude, eh bien, ce satellite géostationnaire va se trouver. Alors, je vous demande de prendre une feuille parce que j'ai plus assez de place, donc il va falloir donc prendre une feuille et regarder un petit peu ce qui se passe. Moi, je vais faire ça sur le côté. Alors, sur le côté ici. Alors, que me dit ma troisième loi de Kepler? La troisième loi de Kepler, troisième, oh là zut, on va effacer. Donc, troisième loi de Kepler me dit quoi? Elle me dit que t carré sur r au cube est égal à 4 pi carré sur gm ici. Voilà. Alors ici c'est ma loi de Kepler. Maintenant on va falloir savoir à quoi ça correspond tout ce genre de choses. Alors déjà premièrement la durée de la période, j'avais dit que c'était la période sidérale, moi j'avais appelé ça T sid. Le rayon, eh bien c'est cette partie-là, c'est de T ici vers le satellite, donc moi j'ai appelé ça ici RGS, donc je vais marquer ici RGS en indice. 4pi ça ne change pas, G c'est la constante gravitationnelle, pas de problème. Par contre M, eh bien c'est la masse de la Terre, donc je vais plutôt appeler ça MT. Alors la masse de la Terre, elle est toujours donnée. Je vais vous donner la valeur ici, alors j'ai oublié de la marquer sur la feuille. Donc MT, alors zut, j'ai vraiment du mal. Oh pas dis donc, décidément. Donc MT, en fait c'est égal à 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Voilà. Donc ça c'est la masse de la Terre, elle sera toujours donnée ici. Donc moi ce que je veux en fait c'est ça, c'est le RGS. Donc on va faire ici par exemple, on peut faire un produit en croix pour pouvoir passer le RGS ici et le 4pi carré ici. Alors on y va, c'est parti, donc ça vous donne T sid au carré divisé par 4pi carré qui est égal à RGS au cube divisé par GMT. Donc maintenant si je veux le RGS, je vais passer ce GMT de l'autre côté, ça vous donne que RGS au cube, pardon c'est un S ici, est égal à GMT T sid au carré divisé par 4pi au carré. Voilà. Alors maintenant si je veux bien RGS, je vais prendre la racine cubique. Donc RGS est égal à racine cubique de GMT T sid au carré divisé par 4pi au carré. Voilà. Alors je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de ma racine, c'est pas très joli sinon. Voilà. Ici, je peux avoir donc le RGS. Alors on va passer à l'application numérique, il faut faire attention parce que vous voyez c'est un petit peu compliqué et puis en plus il y a des unités qu'il va falloir faire attention. Donc le RGS c'est quoi?
Alors RGS, c'est quoi? Donc racine cubique. Alors je vais faire un grand racine cubique parce que il y en a beaucoup de choses à mettre. Donc la constante gravitationnelle, c'est pareil, c'est toujours donné, hein, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international, fois la masse de la Terre que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire 5,97 fois 10 puissance 24, donc ce sont des kilogrammes, c'est le système international, tout va bien, fois ici la période sidérale au carré, donc il faut des secondes, donc c'est-à-dire 86 164 ici, le tout au carré, que je divise par 4pi au carré. Voilà, j'avais peut-être fait une racine un petit peu trop longue. Chut, et hop, on va le gommer. Elle est belle. Donc on va prendre la calculatrice, on tape ça, et on trouve que RGS est environ égal à 4,21 fois 10 puissance 7. Le système international me dit que je serai en mètres. Donc voilà, j'ai mon RGS. Alors ça, le RGS, attention, ce n'est pas l'altitude de mon satellite, puisque ça, le RGS, c'est à distance entre le centre de la Terre et le satellite. Nous, l'altitude, elle se mesure à partir de la surface de la Terre. Donc en gros, il va falloir que j'enlève le rayon de la Terre pour pouvoir avoir mon altitude que j'appelle HGS. Alors, HGS, c'est quoi? Je reviens ici. Donc l'altitude de mon satellite géostationnaire, eh bien c'est égal à le RGS ici, moins le rayon de la Terre. Alors c'est pareil, le rayon de la Terre, je ne l'ai pas donné ici, ça sera toujours donné. Hein. RT, c'est égal à 6378 km. Voilà, ça c'est le rayon de la Terre. Donc il faut que je fasse attention parce que ici j'ai des kilomètres et j'ai des mètres. Donc je vais dire que ici, eh bien c'est 6378 fois 10 puissance 3 mètres. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir avoir mon HGS ici. Donc si je fais l'application numérique ici, je trouve environ donc 3,58 fois 10 puissance 4 km. Alors on va arrondir un petit peu, ça fait environ à 36 000 ici kilomètres. Voilà. Donc ça c'est l'altitude HGS, c'est-à-dire l'altitude à laquelle eh bien il va falloir avoir mon satellite géostationnaire. On dit souvent, on retient que en fait, eh bien l'altitude d'un satellite géostationnaire, c'est 36 000 km. En gros, les satellites se trouvent à 36 000 km au-dessus de l'équateur. Voilà, c'est terminé pour cette partie sur les lois de Kepler. Je vous dis à bientôt et au revoir.